Salut, c'est David Goudreau, écrivain, travailleur social et surtout porte-parole du mouvement Santé mentale Québec. On est à la Maison de la Culture Claude Léveillé aujourd'hui pour faire une capsule autour du thème choisir, particulièrement autour des aînés. J'ai deux invitées merveilleuses, Louise Latraverse et Marie Beaulieu, avec qui nous allons discuter donc de cette idée de choisir mis en lien avec le vieillissement. Bonsoir, Marie Beaulieu. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Génial. Marie Beaulieu est professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, mon alma mater, et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrichus. Depuis 2010, elle est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, financée par le gouvernement du Québec. Ces travaux l'amènent à se pencher sur la tension entre le désir de protéger les aînés et les diverses stratégies pour favoriser leur autodétermination et leur pouvoir d'agir. Cela passe notamment par la reconnaissance de leurs droits. Quand on parle de notre astuce choisir, on parle beaucoup d'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce terme-là de l'autodétermination? L'autodétermination, quand on travaille en vieillissement, pour moi, c'est un thème central. Et ça devrait être le premier thème qu'on met sur la table, au lieu du terme protégé. Puis on pourrait y revenir tantôt sur protéger. Donc, auto, ça veut dire pour soi. Hein? Détermination, donc déterminer, c'est de donner une direction, de prendre un sens. C'est d'être capable de faire un choix et d'être capable de passer à une certaine forme de mise en action, seul ou accompagné, parce qu'on s'entend que dans l'autodétermination, ça ne veut pas juste dire « je me moi ». Là. Ça veut dire « moi, comme personne en interaction avec autrui, je suis en mesure d'être informée, de prendre des choix et de les assumer, de les mettre en action et de me rendre là où je souhaite aller ». Il y a des recherches qui montrent qu'avoir le sentiment de pouvoir choisir peut prolonger la vie, notamment chez les personnes en CHSLD. Dans vos recherches en temps de pandémie, est-ce que vous avez vu l'impact des barrières sanitaires, de la perte de choix chez les personnes aînées, autant dans les milieux de vie collectifs, que ce soit des résidences des CHSLD, que chez celles qui résident encore dans leur domicile? Ouais, tous les aînés ont été impactés par les mesures barrières, là. Que ce soit les gens à domicile, que ce soit les gens en résidence privée pour aînés, où j'ai plusieurs projets de recherche actuellement, que ce soit aussi les gens en hébergement, donc les fameux CHSLD. De façon globale, les gens à domicile, s'il y avait 70 ans et plus, il faut se rappeler que dans la première vague, on leur disait « ne sortez pas hein? ». Donc, les gens se sont vraiment sentis étiquetés. Puis il y en a qui se disaient ben « oui, non, moi je me sens encore capable, j'ai la force, j'ai l'énergie, j'ai envie de sortir ». Donc, ça a été stigmatisant parce qu'il y en a qui ont fait des choix de sortir et qui se sont fait invectivés dans des commerces ou dans différents lieux. Donc, ça a créé malheureusement un clivage entre les générations. Alors, ça fait des années qu'on travaille pour ramener un dialogue intergénérationnel. Et la façon dont on a géré la pandémie a au contraire recréé une certaine fracture entre les générations, et ça, c'est d'une tristesse infinie. Quand je regarde les gens en résidence privée pour aînés, on a fait, nous, plusieurs collectes de données. Puis d'ailleurs, il y a des collectes de données qu'on n'avait pas le choix de faire par téléphone ou par Zoom. Là. On change nos méthodes parce qu'on ne pouvait pas y aller, nous autres non plus. Mais les gens nous ont parlé à quel point ils ont été affectés d'être confinés dans leur appartement, de ne plus avoir d'activités collectives. Donc, les salles de loisirs étaient fermées, même les salles à manger pendant un bout de temps étaient fermées, ou si on leur permettait d'y aller, on a réduit le nombre de personnes par table. Donc, c'est toute la perte de contact avec autrui. Et beaucoup de gens vont dans des résidences privées pour aînés parce qu'ils ont envie de socialiser, et là, ils ne pouvaient plus le faire. Donc, des choses qui peuvent paraître peut-être banales aux yeux de certains, mais pour d'autres est importantes. Une personne en entrevue nous disait « Moi, j'avais l'habitude de faire mon épicerie par moi-même. Et là, j'avais plus le choix, du jour au lendemain, je me trouve à faire ma commande par téléphone. Et ce qu'elle constatait, c'est qu'on n'y amenait pas ce qu'elle voulait dans sa commande. T'sais. Comme elle disait, moi, je mange des oignons bio. Là. Puis elle disait, on m'est arrivé avec des espèces d'oignons que je n'ai pas voulu manger, je les ai jetés. Donc, plein de petits trucs comme ça qui affectaient directement le quotidien des gens. Qui invalide jusqu'à un certain point, qui non seulement c'est des irritants, mais dans les choix qu'on nous enlève, il y a quelque chose de très invalidant, c'est de dire, vous comme personne âgée, vous représentez un certain danger pour la société ou pour les soins, on vous demande de rester à l'écart et de nous laisser gérer la situation. Ouais. Mais nous ne la gérons pas nécessairement pour votre bien, pour le mieux dans votre situation.
Bien, en fait, je pense qu'une des grandes questions qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a consulté les aînés? Est-ce qu'on a travaillé avec les aînés? Est-ce qu'on a voulu ou souhaité trouver des solutions dans lesquelles ils étaient partie prenante? Parce que beaucoup de gens disaient, je suis conscient qu'il y a un danger. Comment je peux assumer le danger? Comment je peux continuer à vivre? Comment je peux continuer à interagir? On a des entrevues avec, entre autres, des hommes âgés qui nous racontaient que c'est ceux qui vivaient seuls en appartement, la détresse psychologique dans laquelle ils se sont trouvés. Un homme qui nous dit que son neveu l'a appelé pour Pâques, pour lui souhaiter joyeuse Pâques. Puis le monsieur, il dit, j'ai vraiment pété ma coche, j'ai fait une crise, je me suis mis à pleurer, tout ça. Et je n'étais pas capable d'imaginer que je ne pouvais plus être en lien. Je me sentais complètement à part. Donc oui, beaucoup d'effets qu'on peut documenter, qui ont été des effets sur le coup, mais je dirais des effets qui perdurent, parce que, bon, on a vécu toutes sortes de vagues et on n'est pas sortis de l'ensemble des mesures barrières, là. Donc, beaucoup d'impact. J'imagine aussi dans cette autodétermination-là, le fait de passer, bon, d'une mesure à une autre, d'une vague à une autre, il y a aussi une notion de temps qui passe qui peut peut-être avoir une pression plus forte chez les aînés, qui se disent, j'ai moins de temps devant que derrière. Mes dernières années de vie, on me prive de mes petits-enfants, on me prive de mon plaisir d'aller au parc, de faire l'épicerie, de voir des gens. Donc, tout est relatif, mais peut-être aussi que la pandémie qui s'éternise pèse davantage chez les personnes âgées. Tout à fait. Et ça, les gens le disent, hein? Il ne me reste pas beaucoup d'années. Je ne sais pas combien il me reste d'années en bonne santé. Donc, est-ce que je peux en profiter? Mais on a vu la même chose pour les gens qui étaient malades et éventuellement en fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire de devoir vivre une fin de vie puis pas être accompagné de la même façon, pas pouvoir faire ses adieux, pas pouvoir être entouré de la même façon? Donc oui, et ça, les aînés le disent clairement. Il y a une soif puis une urgence de vivre. Et peut-être que plus les gens avancent en âge, plus ils sont conscients qu'il y en a plus derrière qu'il y en a devant. Et comment on peut profiter au quotidien des différents moments. Et surtout, d'avoir des plaisirs dans des petits bonheurs qui vont être souvent des petits bonheurs simples. Mais c'est ça qui fait vraiment le sel de la vie. Est-ce que vous croyez qu'il arrive qu'on veuille trop protéger les aînés et qu'on oublie justement qu'ils sont capables de choisir par eux-mêmes? Est-ce qu'on manque de respect envers leur autodétermination? En fait, beaucoup de gens ont le credo de la protection tellement rapide. Ça me désarçonne tout le temps. Donc, comment ça se fait qu'on s'imagine que des aînés sont d'emblée des gens à protéger? Des aînés, c'est des adultes à part entière, capables de s'autodéterminer jusqu'à preuve du contraire. T'sais. Donc, pourquoi penser qu'ils ont besoin d'être protégés tout le temps? Et souvent, les gens vont faire des parallèles en disant, on a une direction de la protection de la jeunesse, on devrait avoir une direction de la protection des aînés. Et moi, ça me donne des cheveux gris et blancs rapidement. Puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. C'est infantilisé au niveau suprême. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les mêmes services qu'aux enfants. C'est ça. Ça veut dire que le matin de tes 65 ans, tu te réveilles, puis tu n'es plus capable de t'autodéterminer. Puis quelqu'un va décider à ta place. Ça n'a pas de bon sens. Mais personne ne veut ça. Puis si on voulait le contraire, justement, comment est-ce qu'on pourrait donner plus de choix aux aînés? Comment est-ce qu'on pourrait accroître leur capacité de choisir et de s'autodéterminer? Bien, il y a de plus en plus d'instances consultatives où les aînés peuvent prendre la parole, puis qu'il y a aussi des associations d'aînés qui les représentent. Hein? Donc, bon, je pense au réseau FADOC, mais il y a aussi des associations de retraités de différents ministères et tout ça. Pour moi, ces organismes-là sont hyper importants. Ce que moi, mes travaux de recherche m'ont amené à voir, c'est que souvent, l'information, elle est là, mais les gens ne savent pas où la trouver. Et si on veut faire des choix qui nous concernent, puis qu'on veut être capable d'avoir les services qu'on veut avoir, il faut les connaître. Donc, on ne mettra jamais trop d'argent dans des campagnes de sensibilisation, dans des campagnes d'information. On a une ligne provinciale, par exemple, qui s'appelle « Aide abus aînés ». En général, les gens en ont entendu parler, mais au moment où ils vivent la maltraitance, oups, peut-être qu'ils ne se rappellent pas où elle est cette ligne-là. Donc, il faut ramener régulièrement des messages. Il faut aussi avoir des capacités dans nos différents milieux, d'avoir des endroits réservés au point de vue des aînés. Il y a entre autres la démarche des municipalités amies des aînés au Québec, où sur les conseils d'administration, les comités de pilotage, il y a des sièges réservés aux aînés. On va arrêter de décider pour les aînés. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont capables de le dire. Et souvent, ils ont des meilleures idées que beaucoup d'autres gens, justement parce qu'ils ont une expérience de vie, puis ils sont capables de parler. Ils savent ce dont ils ont besoin. Exactement. Ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Ils savent aussi comment ils veulent être traités.
L'autre enjeu, puis ça me paraît important, c'est que dans nos façons de faire de l'agisme, on traite souvent les aînés comme si c'était un groupe qui était homogène, monocorde, et c'est complètement faux. Hein? On dit souvent qu'il y a plus de variations dans un groupe d'aînés que dans un groupe d'adolescents. Autrement dit, les adolescents vont plus se ressembler que les aînés qui vont être très, très diversifiés. Fait que vieillir au féminin, vieillir au masculin, c'est pas la même chose. Le parcours de vie qu'on a eu, les moyens qu'on a eu dans notre vie, la façon dont on a pu s'autodéterminer à différents moments, toutes les questions de santé, les questions de groupes minoritaires, hein, donc dans un Québec d'immigration, c'est important. Les aînés LGBTQ aussi, où les premiers aînés LGBTQ sont ceux qui ont vécu la décriminalisation en 1969 de l'homosexualité. Donc, toutes ces variations-là sont hyper importantes. Et ça joue dans l'autodétermination. Donc, se rapprocher de l'autre dans son histoire qui est singulière. Wow! C'était fascinant. Merci, Marie Beaulieu. Vraiment, on aurait continué encore très longtemps, mais déjà, il y a du matériel pour réfléchir et pour changer quelques mauvaises habitudes ou mauvaises perceptions qu'on peut avoir. Donc, merci d'avoir éclairé notre réflexion sur l'autodétermination et les aînés. Merci, David. On va prendre une petite pause. Le groupe musical montréalais Le Couleur nous offre maintenant une performance riche et dansante avec leur influence vintage. Oh, on est sur le thème. Oui. Leur influence vintage des années 70. Ils nous invitent dans leur univers qui conjugue le disco, le yéyé et la chanson française. On vous revient.
Un grand merci au groupe montréalais Le Couleur pour cette pause musicale. Vous pouvez les suivre sur Instagram, Spotify, Facebook. Vous pouvez même les suivre dans la rue, mais c'est peut-être une manif. Sinon, on vous propose d'aller les voir en spectacle. Ils seront en tournée un peu partout au Québec. J'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec une femme que j'admire profondément, une artiste polyvalente. Louise Latraverse a sans cesse eu l'occasion de se réinventer. C'est le terme à la mode. En plus, toi, tu le faisais avant que ce soit une injonction gouvernementale. C'est drôle. Au cours de sa longue carrière, que ce soit à la radio, la télé, au théâtre, à la mise en scène ou en écriture, elle est toujours engagée dans 1001 projets. Louise encourage les liens intergénérationnels et la liberté de penser. Elle est toujours prête à partager ses connaissances aux plus jeunes. Comme elle le dit si bien, ça prend une vie pour apprendre à vivre. Et elle poursuit toujours cette quête avec ardeur et passion. J'ajouterais qu'elle a eu l'œuvre littéraire la plus courte et la plus percutante des dernières années avec son fameux « L'amour Christ ». De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'ils nous enlèveront pas? C'était ça, c'était une réponse à la question. C'était ça. Qu'est-ce qui nous enlèveront pas? L'amour. Je l'ai dit comme ça, parce qu'il y avait un temps entre les deux, je m'en souviens très bien. Et c'est parti, ça, là. Comme une balle. Ça, les réseaux sociaux se sont emparés de ça. Ça a résonné fort. Oui, ça a résonné fort. Deux mots qui sortent de toi un jour sans vouloir faire de fracas. Mais au bon moment, de la Au bon bonne moment. façon, C'était, il faut dire, l'émission la plus écoutée de l'année. C'était l'émission du jour de l'an. C'était En direct de l'univers, qui est l'émission la plus écoutée. Donc, il y avait... Le Québec écoutait ça, là. C'est sûr que... Mais c'est probablement dit bien des choses ce soir-là, et ce qui en est resté le plus fort, c'est cette idée, l'amour qui est resté ça, l'amour Christ. Parce d'abord, on ne sacrait pas, une femme aux cheveux blancs ne sacre pas à la télévision. Il faut dire que ça, c'était aussi probablement... et moi, je sacre, et j'aime beaucoup, beaucoup sacrer. Alors, poursuivons, Calvaire. Et parlant de sacre, il y aura un petit moment de sacre entre nous ici, avant de poursuivre avec l'entrevue, car nous te sacrons, Louise, membre honoraire du Mouvement Santé Mentale Québec. Tu as été porte-parole du mouvement pendant 3 ans et il y a le conseil d'administration qui a voté, qui a décidé de te nommer membre honoraire, de te faire cet honneur que tu mérites bien pour non seulement l'élan que tu as donné au mouvement Santé Mentale Québec, mais pour encore aujourd'hui cette contribution que tu as à travers ta vie, tes œuvres, non seulement au vivre ensemble, mais à prendre soin de nous et de nos esprits. Alors, un petit certificat officiel. Mais je suis très émue. Voilà. Exceptionnel, Mouvement Santé Mentale du Québec. Oh, merci. Ben, merci beaucoup, merci. Ça me fait plaisir. Que c'est gentil, j'en reviens pas. Une crise de folle comme moi. Rions. La belle folie. Rions. Il y a aussi de la belle folie. Rions. Donc, tu as fait plusieurs choix dans ta vie. On est autour de ce thème, donc, de choisir, qui porte cette année tout son sens à travers une campagne du Mouvement Santé Mentale Québec. Tu as fait plusieurs choix. Tu as parfois fait des choix marginaux. Est-ce que tu sentais qu'ils étaient en lien avec tes valeurs profondes? Est-ce que ce sont des choix que tu as faits pour provoquer, plutôt pour être en adéquation avec ta nature profonde? Est-ce que c'était facile à assumer? Donc, tu vois, il y a 6 questions. Tu prends celle que tu veux. J'ai pas fait rien pour... je dirais pour provoquer, je ne sais pas, mais c'était parce que oui, c'était profond, c'était ça qu'il y avait à faire à ce moment-là. C'est ce que je ressentais et j'ai fait ma vie comme ça, à être... j'allais où je sentais où j'appartenais. Si on fait un show, le street show, moi j'étais au départ de ça, j'étais dans le street show, mais je suis partie parce que ça, c'est une affaire insensée, le street show. C'était au Katsu, puis à un moment donné, Robert, puis Louise, on travaillait, puis il y avait Mouf, puis nous autres, on faisait les chœurs en arrière, Mouf et moi, on faisait pas grand-chose. C'était évidemment Robert et Louise Forestier. Donc, à un moment donné, il y avait les musiciens, puis il y a un party dans le lobby, dans le hall du Katsu, puis à un moment donné, je reçois une bouteille de bière, mon ami, juste là. Wow. Je dis, voyons donc, c'est qui? C'est quoi ce fou-là? Et j'étais tellement choquée
que le lendemain, j'ai dit, je vous quitte. Et je suis partie vivre mai 68 à Paris. Oh, quand même! And goodbye. Je suis restée 3 mois à Paris. Puis un jour, je suis boulevard Saint-Germain, puis je rencontre quelqu'un, puis j'ai dit, bon, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Quelqu'un me dit, il y a un show qui fait un tabac. Puis là, on me dit, c'est le Stitch Show. Alors, je pense que j'ai ri pendant 10 minutes. J'en revenais pas. J'ai dit, oh, ben, le Stitch Show. Alors voilà, c'était mon histoire avec le Stitch Show. Quand même. Mais ça montre que ce choix, parmi bien d'autres que tu as fait, était viscéral. Tu t'es senti menacé ou on t'a manqué de respect, ou tu t'es dit, moi, je ne reste pas là-dedans, je pars. Oui. Ça a toujours été très important. Bien sûr que tu ne peux pas toujours partir si tu as un contrat. Là, nous autres, on improvisait, puis on était au théâtre. Puis, tu sais, c'est Bussenot qui avait dit, mais quand ça va être prêt, votre Stitch Show? C'est lui qui avait trouvé le titre, d'ailleurs. Mais il y a des endroits où, si tu es dans une... Tu sais, tu joues au théâtre, tu es dans une pièce, je dis, une série, tu peux pas t'en aller, là. Tu sais, faut quand même... Tu peux dire, je ne jouerai pas la prochaine année, mais il y a des endroits où il faut continuer. C'est ça, notre métier de show must go on. Et qu'il y a des adversités ou pas, il faut le faire. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, je dois dire. C'était plutôt heureux. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une marge de choix que l'on prend pas. Oui. Et ça a quand même été un moteur dans ta vie de te choisir, de choisir les projets qui te parlaient, de mettre tes limites aussi. De mettre mes limites. Et puis, mais il y a aussi que j'ai pas toujours tout choisi parce que j'étais une mère monoparentale. Il fallait que je travaille, là. Tu sais, les choix des acteurs, on n'a pas un choix si... Et des actrices. Et des actrices, oui. C'est plus difficile pour les actrices. Alors là, il faut que tu travailles, puis tu y vas, puis tu apprends, puis tu écrases un peu, mais pas trop. Peut-être aussi comme société, on fait des choix qui ne permettent plus à des situations qu'on a retrouvées à la télé ou dans le théâtre avec des personnages tonitruants ou à la limite de la violence, de se déployer de cette façon-là. Je pense que c'est peut-être... C'est ça la différence. C'est peut-être un choix positif qui a été fait aussi en cours de route. Mais c'est énorme. Que ce travail-là soit fait, que les femmes se soient révoltées, qu'il y ait eu tous les mouvements qui sont arrivés. Moi, je ne pourrais... Parce que j'ai subi ça. Et vraiment d'une façon violente. Alors, l'évolution extraordinaire qu'il y a quand même, il faut la saluer. Saluer. Il y a de bons choix qui ont été faits en cours de route. Il y a de très bons choix qui ont été faits en cours de route. Et il y a des choix qui restent à faire, parce que, Louise, tu as souvent parlé du phénomène de l'âgisme. Oui. Phénomène qui me préoccupe aussi. Est-ce que c'était arrivé que des personnes autour de toi, en prétextant vouloir protéger, en prétextant vouloir prendre soin, ont plutôt pris des décisions à ta place, ou as-tu été témoin de situations comme ça où l'âgisme se déployait dans des mauvais choix? Oui, mais ça dure 2 secondes. Il n'y a personne qui va prendre une décision à ma place. Moi, je remets les gens à leur place. C'est tout. Je ne me laisse pas faire, jamais, jamais. Si on me dit à votre âge, de quoi vous parlez? Je m'intéresse aux gens, moi je ne m'intéresse pas à leur âge, je ne m'intéresse pas... Est-ce que les gens sont intéressants ou pas? Je ne me suis jamais, jamais, jamais préoccupée de ça. Alors je demande, pas que je demande, mais si je n'ai pas ces rapports-là avec quelqu'un, si ce n'est pas un rapport de personnes intéressantes, pas que je pense que je suis plus intéressante qu'une autre, mais dans le sens qu'on a des intérêts communs. D'égal à égal. D'égal à égal, pointe à la ligne. Alors, je ne vais pas... Ça dure 2 secondes, je m'enlève. Bravo. Très bon choix. Et paradoxalement à ça, est-ce qu'il n'y a pas un danger avec les manifestations de l'âgisme de faire un choix plus ou moins conscient comme société, de se priver aussi d'une expérience de vie, d'une sagesse, de connaissances. Oui, mais ça, c'est terrible que les gens ne profitent pas. Moi, j'ai profité. J'ai toujours eu des amis plus vieux et plus vieilles que moi. C'est ce que j'ai aimé dans ma vie et que j'aime encore. Alors, c'est parce qu'il faut juste séparer. Il y a des jeunes intéressants, puis il y a des jeunes cons.
Comprends-tu? Absolument. Il y a des vieux intéressants, puis il y a des vieux cons. Alors, d'ailleurs, souvent, les jeunes cons ont tendance à devenir de vieux cons s'il ne se passe pas quelque chose en cours de route. C'est tout. C'est simple, ce n'est pas une question d'âge. Les gens intéressants demeurent intéressants, à moins qu'il y ait une maladie qui va... Mais autrement, ce que j'étais à 15 ans, à 20 ans, à 40, ce que je suis à 81, je suis toujours la même personne qui s'intéresse aux autres, qui est ouverte d'esprit, mais j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est venu, là, comme une langue de feu. C'était ça, la langue de feu qu'on apprenait. Mais alors, je ne me préoccupe jamais. J'ai des amis de 20 ans, moi, avec qui je suis très amie. Mais j'en ai aussi... J'en ai moins là, de plus vieux que moi, parce que c'est moi qui est devenue la plus vieille. Là. Avant, j'avais Janine, avec qui j'ai été amie. Jeannette, quand même, je reste amie avec Jeannette. Je la vois moins, mais oui, j'aime parler longtemps avec Jeannette parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est active dans sa vie, puis qu'elle a toute son... est fantastique. Et que l'âge ne fait rien à l'affaire. Et que l'âge ne fait rien à l'affaire. Avec la pandémie, on s'est retrouvés plus souvent seuls, plus souvent isolés. On s'est fait imposer de fameuses balises et mesures sanitaires. Est-ce que tu as quand même eu le sentiment d'avoir une marge de manœuvre et d'avoir pu prendre des décisions qui ont fait du bien dans ce contexte-là? Au-delà de cette fameuse phrase qui est devenue un chandail, qui est devenue un hymne de l'amour Christ qui nous a fait du bien, est-ce que tu as l'impression que dans le contexte de la pandémie, tu as eu de la place pour faire des choix, pour prendre soin de toi, prendre soin du monde? Je crois que c'est une expérience formidable pour moi, curieusement. C'est que j'ai appris à vivre seule et à être bien. J'étais quelqu'un qui voyait beaucoup de monde, etc. Et là, tout à coup, plus personne. Et tout le monde, personne ne voulait venir me voir. Mes amis ne venaient pas, me protégeaient à cause de mon âge. Il faut faire attention à Louise, il faut faire attention à Louise. Alors finalement, je ne voyais personne. Et puis là, tout à coup, je me suis mise à entrer dans ma vie. Et puis à me dire, au début, j'aimais pas tellement ça, là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'était un processus. Et là, finalement, je suis arrivée à me dire, wow, à me sentir bien intérieurement. Ah, je suis bien avec moi-même, mais c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. Et on t'a forcé à le découvrir. Et là, oui, la situation, hein, c'est quoi là? C'est le larron. C'est quoi l'affaire avec le larron? L'occasion fait le larron. L'occasion qui fait le larron. Et c'est très, très, très juste. Et puis j'ai eu mon modèle, toujours, quand je m'accrochais, Nelson Mandela. Toujours, c'est mon maître. C'est mon maître durant la pandémie. C'était... C'est sûr que 27 ans de prison, ça met les choses en perspective pour quelques mois, quelques années. Puis je lui parlais, comme s'il était là, tu sais. Puis je le disais. Enfin, bon, ça, c'était une influence. Et puis, oui, je me suis mise à être beaucoup plus créative, à dessiner, à écrire, à être moins éparpillée. Et puis, je suis très, très bien organisée. Je fais venir, je ne sortais pas, donc je faisais tout venir. Je ne cuisine plus parce que ça m'ennuie profondément. Je n'ai plus d'intérêt, donc je faisais venir ma bouffe. Bon choix. Très, très bien organisée dans ma vie solo, chez moi. C'est le grand bonheur. Je ne pensais pas que j'arriverais à ça. Et de ça, je suis le plus fière. Mais il y a de quoi être fier, effectivement. Oui, d'avoir passé cette pandémie-là avec tant de bonheur. Tu vois, je m'en vais, ici tout à l'heure, je m'en vais dessiner, c'est sûr. Donc, je suis toujours en action, mais dans mon... Faire le choix de l'introspection jusqu'à un certain point. Mais tu sais, j'ai des années d'analyse. Il faut bien le dire que ça aussi, ça laisse quelques marques. Hein? Alors, ces années d'analyse me permettent aussi de pouvoir profiter de tout ce qui a été donné, lâché prise à beaucoup de choses, me permettent de profiter de ça. Ça a été certainement une des plus belles aventures de ma vie, c'est cette longue analyse que j'ai faite, c'est sûr. Que je continue de faire d'ailleurs. Bravo. Ouais. Et de cette longue analyse, nous reparlerons peut-être, mais de cette courte entrevue, ça a été un plaisir partagé, Louise. Je te remercie pour ta générosité. Merci à toi, cher. Toujours un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.